Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité des sciences et de l'industrie. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième conférence du cycle Surprenant géant, consacré au gigantisme dans le vivant. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés aux grands mammifères qui ont peuplé la Terre après les dinosaures. Ce soir, nous allons changer d'échelle pour nous immerger dans le monde des virus, géants tout de même. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Chantal Abergel. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous dirigez le laboratoire Information génomique et structurale que vous avez créé en 1995 avec Jean-Michel Claverie. Il s'agissait du premier laboratoire combinant théorie et expérience et vous étiez à l'origine responsable du groupe expérimental. En 2003, le laboratoire a participé à la découverte du premier virus géant, Mimivirus. Cette découverte démontre l'existence de virus visibles au microscope optique et possédant un génome à ADN comparable en complexité à celui des bactéries. Depuis, vous consacrez vos recherches aux virus géants et à leur physiologie. Vos travaux ont donné lieu à une reconnaissance internationale du laboratoire et à de nombreux prix. Vous avez notamment reçu la médaille d'argent du CNRS en 2014 et le prix La Recherche en 2015. À l'issue de son exposé, Madame Abergel répondra à vos questions, que vous avez la possibilité de poser via le chat YouTube pendant la conférence. Alors, comment ces familles de petits géants révolutionnent le monde de la virologie? Madame Abergel, c'est à vous. Bonsoir à tous. Alors, j'ai décidé de commencer ma présentation en partageant mon écran déjà, ce serait bien. Voilà. Et je voulais vous donner quelques petites notions pour ceux qui seraient moins familiers avec la biologie, pour vous permettre de suivre mon exposé. Alors, ça démarre par la définition de ce que sont les cellules et de leur taille, parce que vous verrez qu'en proportion, on peut avoir des variations énormes, notamment ce qui est représenté ici. Vous avez une cellule animale qui fait de l'ordre de 10 à 20 micromètres. J'ai mis quelques repères sur le côté pour vous permettre de jongler entre les millimètres, micromètres et nanomètres. Donc ici, vous avez une cellule animale et ce que vous avez ici, c'est une bactérie qui fait de l'ordre de 1 à 3 micromètres. Et vous voyez à l'échelle de la cellule à quel point c'est petit. Eh bien, cette petite tache que vous voyez là, qui est minuscule, c'est la correspondance en termes de taille des virus par rapport à ces bactéries et à la cellule animale. Donc, vous avez des virus qui vont de l'ordre de 20 à 300 nanomètres, qui sont réellement les plus gros. Alors, au niveau des cellules, on a deux types de cellules, ce qu'on appelle les prokaryotes, qui sont des cellules qui sont sans noyau, comme les bactéries ou les archébactéries. Et on a des cellules à noyau, qui sont les cellules eucaryotes. On a un niveau de complexité supplémentaire en fonction du fait qu'on est un organisme simple qui est unicellulaire, comme le cas de la bactérie, mais également ces organismes qui sont représentés ici, qui sont des eucaryotes, donc des cellules à noyau, et qui sont des amibes, auxquels je référerai pendant cette présentation. Ensuite, on a des organismes complexes qui sont faits de plusieurs cellules, et c'est le cas donc de l'homme, et je vous ai représenté ici une image de microscopie électronique d'un cheveu pour vous montrer à quel point on avait affaire à des choses complexes. D'autres choses que je veux rappeler à votre mémoire, c'est les molécules qui sont essentielles à la vie, en commençant par l'ADN. L'ADN, vous le savez, contient des gènes qui font que vous êtes ce que vous êtes, que vous ressemblez à ce que vous êtes. Cet ADN, en fait, est composé de 4 nucléotides qui ont les lettres, qui correspondent à des lettres A, T, G, C. En parallèle de cet ADN, on a les ARN, qui sont des molécules simples brins. Ici, on avait des molécules double brin en ce qui concerne l'ADN. Et pour l'ARN, on a une molécule simple brin qui est faite de 4 nucléotides légèrement différents de ceux qu'on trouve dans le cas de l'ADN, A, U, G, C. Et enfin, les derniers acteurs de ces molécules essentielles sont les protéines, qui sont composées de 20 acides aminés, auxquels on peut référer sous forme de perles. Donc là, je vous ai représenté une molécule, l'hémoglobine, dont je parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Alors, comment passe-t-on du gène, de l'ADN, donc, à la protéine, qui est l'effecteur réel? Eh bien, pour ça, il faut qu'une première protéine soit capable de lire le gène, donc c'est reconnaître ces lettres A, T, G, C, et synthétiser ce qu'on appelle un ARN messager, qui est représenté ici.
Cet ARN messager, en fait, c'est l'intermédiaire entre le gène et la protéine. Et cet ARN messager sur cet ARN messager vont pouvoir se fixer des molécules essentielles également, qui sont les ribosomes, qui sont faites d'ARN et de protéines, et qui sont capables de lire cet ARN messager. Elles reconnaissent un code à 3 lettres, qu'on appelle un codon, et vont commencer à traduire les protéines, l'ARN messager pour produire les protéines, quand ils vont rencontrer ce premier codon AUG qui correspond au début de la séquence, à une méthionine. Donc, comme je vous le disais, on réfère à tous ces acides aminés comme à des perles qui vont s'agencer les unes après les autres. Il y aurait mieux valu prendre des perles de différentes couleurs, puisqu'on a 20 acides aminés. Et à la fin, on va avoir un signal de fin de traduction du messager. Il n'y a plus d'informations à transformer en protéines. Donc, les ribosomes se décrochent et on a la protéine qui se replie. Et cette molécule d'hémoglobine dont je parlais tout à l'heure, qui a la capacité de fixer du fer. Le fer est très avide d'oxygène et grâce à ce fer, l'hémoglobine va pouvoir transporter l'oxygène des poumons vers les organes. C'est comme ça que toutes ces protéines ont un rôle spécifique crucial pour la cellule et pour l'organisme. La dernière chose que je voulais définir maintenant, c'était cette notion de division cellulaire qu'on appelle la multiplication par division binaire. Les cellules vont répliquer leur génome et à partir de là, la cellule va se diviser en deux. La cellule mère va se diviser en 2 cellules filles. Dans le cas des organismes complexes comme les multicellulaires, ces cellules vont pouvoir rester en interaction les unes avec les autres. Dans le cas d'organismes unicellulaires, une cellule mère va donner 2 cellules filles. Maintenant, je vais vous faire un petit peu d'histoire de la microbiologie. Alors, on remonte dans le temps à Anthony van Leeuwenhoek, qui a donc vécu à cette période et qui était en fait un tapissier de son état, qui en fait a inventé le premier microscope, qui est un microscope qui était capable de grossir 300 fois les objets. La raison pour laquelle il avait conçu ce microscope, c'est qu'il voulait contrôler la qualité des tissus qu'il vendait. Donc, vous avez ici une lentille, vous avez ici un porte-objet, et en mettant l'objet sur ce porte-objet, il ramenait ensuite ce petit microscope à son œil et pouvait voir donc les objets grossis 300 fois. Il a été motivé par la curiosité quand il s'est rendu compte du niveau de détail qu'il pouvait voir sur ces tissus et a commencé à observer tout ce qui passait à sa portée. Et c'est lui qui a décrit les 3 types de bactéries qui sont encore connues à l'heure actuelle, qui sont représentées ici, avec les cocci, les bacilles et les spirochètes. Il a également décrit les premiers nématodes, les premiers vers, il a observé les premiers globules rouges, et ce qui était aussi une qualité de Anthony van Leeuwenhoek, c'est que non seulement il observait les choses, mais il les dessinait. Et beaucoup de ces dessins existent encore aujourd'hui. Et là, par exemple, c'est un spermatozoïde qu'il a observé donc avec son microscope et qu'il a dessiné. De par cette culture, cette curiosité et les observations qu'il a pu réaliser, il en est arrivé à devenir un fervent militant contre la génération spontanée. La génération spontanée, c'était à l'époque, on considérait que si vous voyez des souris sortir d'une jarre qui contenait du blé, eh bien, on pouvait penser qu'éventuellement ces souris avaient été créées dans cette jarre. Ou alors, si vous voyez des asticots sur un morceau de viande, eh bien, c'était typiquement à partir de la viande qu'on pouvait former des asticots sans penser que des mouches aient pu pondre à cet endroit. Une autre étape cruciale dans cet essor de la microbiologie a été apportée par Pasteur et Koch, avec Pasteur et la théorie des germes qu'il a proposée en 1878. Cette théorie des germes, elle est simple, c'est pour toute maladie infectieuse, il doit y avoir un agent pathogène. Et si on est capable d'isoler cet agent pathogène et de démontrer que c'est bien lui qui est responsable de la maladie en le réinoculant à un animal sain et en démontrant qu'il tombe malade avec les mêmes symptômes que l'animal malade du début, et bien dans ce cas-là, on a démontré qu'on avait bien cet agent pathogène était bien la cause de cette maladie. Il a ainsi décrit un certain nombre de maladies, la maladie du ver à soie, le choléra des poules, et en parallèle, Koch, lui, a isolé un certain nombre également de bactéries qui étaient responsables de maladies. Pour pouvoir isoler ces microbes, il y avait une étape qui a été introduite grâce à ce que vous voyez ici, qui s'appelle le filtre de Chamberland.
naturellement, la porcelaine est poreuse et présente des pores qui vont de 1,5 à 1 micromètre de diamètre. Et en fabriquant Chamberland, donc à fabriquer ce filtre de porcelaine, qui permettait donc à partir d'extraits d'un animal malade, de passer au travers de ce filtre. Et dans ce cas-là, les choses qui étaient retenues par le filtre étaient des choses qui étaient plus grandes que 1 micromètre, 0,5 à 1 micromètre, et pouvaient éventuellement correspondre à ces bactéries pathogènes. Alors, ça a eu un impact majeur en santé, puisque le simple fait de poser ces filtres de porcelaine sur les robinets à Paris a permis d'éradiquer la fièvre typhoïde de la ville. Mais ça a également une application directe en microbiologie, puisque c'est devenu le standard en microbiologie de passer par ce filtre et de récupérer donc les bactéries éventuellement retenues par le filtre pour les caractériser, les mettre en culture et démontrer qu'elles étaient bien responsables de la maladie. Alors, comme toujours en science, dès qu'une théorie est acceptée, la théorie des germes de Pasteur, surgit le premier contre-exemple. Il a été apporté par Dimitri Ivanovski en 1892. Il travaillait sur une maladie qui affectait les champs de tabac, qui était donc ce qu'on appelait la mosaïque du tabac, qui faisait qu'en fait, ces feuilles de tabac étaient vérolées, si je peux dire. En gros, elles étaient craquantes, elles séchaient mal, et donc du coup, commercialement, ce n'était pas utilisable. Donc, il était en charge d'essayer de trouver quel était l'agent responsable de cette maladie. Donc, il a fait comme tout le monde à l'époque, il a récupéré des feuilles d'une plante malade, il les a broyées, les a passées au travers du filtre, et la surprise, ce n'est pas ce qui était retenu par le filtre qui propageait la maladie à des plantes saines, c'était ce qui était passé au travers du filtre. Donc, on avait affaire à un agent infectieux qui était plus petit que ces pores de porcelaine de 0,5 à 1 micromètre. À partir de là, ces travaux ont été repris par Beijering, qui a compris qu'il s'agissait réellement d'un agent infectieux non retenu par le filtre, mais qui a nommé cet agent infectieux, même si on ne parle pas latin, on devine, un fluide vivant contagieux. Donc ça sous-entendait qu'il n'était pas particulier, qu'il n'y avait pas de particules et que c'était presque un fluide qui propageait la maladie. Il a fallu attendre 1935 pour démontrer qu'en fait, cet agent pathogène était de nature biochimique, biologique. Il était fait de protéines et il possédait un génome, ARN, qui était au centre de la particule. De la même manière, en microscopie électronique, puisque le premier microscope date de cette époque, ce virus de la mosaïque du tabac a été observé par microscopie électronique, et vous êtes d'accord avec moi qu'on a plus l'impression de regarder un bâton de craie que de regarder un objet biologique. Et tout ça a eu un impact important parce que ça a complètement biaisé notre perception des virus, puisque Stanley a reçu le prix Nobel de chimie pour ses travaux. On a affaire à quelque chose qui ne ressemble absolument pas à une cellule standard. Et donc, il y a une misconception, une mésinterprétation en fait, de la nature réellement des virus à cette époque. Cependant, en 1957, André Wolf, un pastorien, a cherché à définir ce qu'était un virus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il n'a pas défini les virus pour ce qu'ils sont, mais il les a définis en relation avec des propriétés négatives, ce qu'ils ne sont pas ou ne sont pas capables de faire. Donc, on ne les voit pas au microscope optique, ils sont bien trop petits. Ils ne sont pas retenus par le filtre de Chamberland pour la même raison. On ne peut pas les cultiver dans un milieu en dehors de cellules. Il n'y a pas de production d'énergie, pas de traduction, ces fameux ribosomes et ces protéines de la traduction, et pas de division binaire au sens où les cellules, une cellule mère peut donner 2 cellules filles. Mais il a surtout conclu ses travaux en disant « les virus sont des virus ». Et donc, avec cette simple phrase, il exclut totalement les virus du monde cellulaire. Alors ça, c'était le contexte historique que je voulais vous apporter. Et maintenant, je vais vous parler de la découverte de Mimivirus. Alors, elle s'est faite en 2 temps. Dans un premier temps, Tim Robotham, en 1992, était à la recherche d'un agent qui était responsable d'une épidémie de pneumonie dans un hôpital en Angleterre. Et il a cherché à isoler le pathogène qui était la cause de cette pneumonie. Et pour ce faire, il a utilisé des amibes qui, classiquement, sont des réservoirs aux légionnelles, qui sont classiquement également les agents
responsables de pneumonie. Et il a pu voir que dans ces cellules, que vous voyez ici, avec une coloration particulière qui permet de révéler les sucres notamment, il a vu que en fait, on avait alors que les légionelles sont des bacilles, donc des bactéries allongées, il voyait des choses qui ressemblaient plus à des coccyes et qu'on voyait clairement au microscope optique. Donc, il a nommé cette nouvelle bactérie Bradford coccus. Et ce que vous voyez en fond d'écran, c'est en fait une purification de cette bactérie, un tapis observé au microscope optique, et on voit très clairement les particules individuelles. Dans les faits, il a cherché à caractériser cette bactérie pendant un bon moment en cherchant à la faire pousser dans un milieu en dehors des cellules et n'a jamais réussi. Et il a fallu attendre les années 2000 pour qu'un postdoc rejoigne un laboratoire marseillais, celui de Didier Raoult, qui est un expert des parasites intracellulaires obligatoires et qui a apporté cet échantillon au laboratoire de Didier Raoult pour essayer de voir s'il pourrait faire mieux en termes de caractérisation de cet agent infectieux. Dans les faits, donc c'est là que nous avons rejoint le travail, puisque en tant que théoricien génomiste, Jean-Michel a aidé au séquençage et à la notation de ce parasite que vous voyez ici dans les cellules. Dans les faits, pendant un bon moment, ils ont cherché aussi à la caractériser par les méthodes standards et rien n'a abouti jusqu'au jour où Bernard Lascola a eu l'idée d'observer des cellules infectées par microscopie électronique, et c'est ce que vous voyez là. Et ça ne ressemble pas du tout à une bactérie standard. Et qui plus est, ces particules sont énormes, elles font de l'ordre d'1 micromètre de diamètre. Alors, en fait, c'est typiquement quand on va couper dans une structure icosaédrique, qui sont des formes caractéristiques de certains virus, on va avoir cette impression d'hexagone. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géométrie icosaédrique, donc je l'ai représentée ici, donc on voit qu'on a affaire à une structure qui est faite de triangles et à 20 faces. Le séquençage de ce mini-virus a révélé qu'en fait, on avait affaire non seulement à un très gros virus en termes de particules virales, mais également que son génome était extrêmement complexe. Pour vous montrer le gap qu'il existe entre ce qu'on connaissait des virus au jour de la découverte de mini-virus, vous avez les tailles de génome qui étaient ceux qu'on rencontre classiquement et qui culminaient avec le plus gros virus qui était connu à l'époque, qui était un virus qui infectait des chlorelles, qui avait un génome de 330 kilobases, donc de l'ordre de 300 gènes, et mini-virus avec 1,2 million de paires de bases se retrouvait comme un outsider, vraiment un phénomène de foire comparé à tout ce qu'on connaissait des virus. Alors vous avez ici mini-virus en couple dans une cellule. Ça, c'est un cartoon qui représente ce qui est réellement mini-virus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un écosaèdre qui est relativement plus petit que ce 1 micromètre, il fait de l'ordre d'un demi-micromètre, mais il présente des fibrilles, des cheveux en périphérie de ces capsides qui sont très, très, très sucrés. Et ce que vous voyez, vous avez une structure ici sur laquelle je reviendrai, qui a été nommée la Stargate et qui est vraiment une caractéristique de mini-virus. Alors, pour vous montrer aussi le changement de dimension, vous avez à l'échelle une particule de mini-virus comparée à déjà un gros virus qui est le virus du sida et le virus du rhume. Donc, vous voyez à quel point c'est monstrueusement plus gros que tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. Alors, je vous ai dit aussi que les virus n'étaient pas capables de traduire, pas de ribosome, pas de protéines de la traduction. C'était vrai jusqu'au jour où mini-virus a été séquencé. Et en l'occurrence, on a trouvé des protéines qui sont vraiment les gardiens du code génétique universel, qui sont des protéines qui étaient codées par ce virus. Donc, c'était une très grosse surprise qui a abouti à une réflexion sur quelle pouvait être l'explication la plus simple sur l'origine de mini-virus. Et ce qui a été proposé à l'époque, c'était qu'il puisse en fait provenir d'une cellule ancestrale et, comme tout parasite, évoluer par réduction génomique, perte de gènes aléatoire. Alors pourquoi? Parce que en fait, la pression de sélection sur les organismes libres qui ne sont pas parasites, elle est très différente de celle des parasites. Parce que pour un parasite, il a une deuxième chance. C'est-à-dire que s'il perd un gène qui lui est essentiel, il a éventuellement la cellule qu'il infecte va être capable de lui fournir la fonction.
Et dans ce cas-là, il va perdre ce gène sans conséquence et pouvoir perdre toute la voie métabolique parce que l'organisme est capable de lui fournir, la cellule hôte est capable de lui fournir ce dont il a besoin. Donc, c'était l'hypothèse que nous avions formulée à l'époque sur la manière dont ce mimivirus aurait pu évoluer à partir d'une cellule ancestrale. Alors, ça a fait évidemment le buzz dans les journaux, aboutissant aussi à des questionnements vraiment des grandes questions sur la notion même de virus. Les virus, peut-on considérer qu'ils sont vivants? Est-ce qu'ils ne sont pas vivants, quoi, etc. Donc, beaucoup de réflexions ont été initiées à partir de là. Et de notre côté, nous avons décidé, nous, de démontrer que mimivirus n'était pas un phénomène de foire, mais probablement avait été occulté pour des raisons historiques, parce que le premier virus qui avait été isolé était un virus qui passait au travers du filtre de Chamberlain. On pensait que c'était une propriété des virus que d'être forcément petit. Et donc, on s'est posé la question de savoir où on pourrait aller chercher d'autres mimivirus dans l'environnement. Et pour ça, je vous ai rajouté cette diapositive qui explique en fait que très souvent, quand il y a des croyances populaires, eh bien, il y a une raison derrière qui s'avère être supportée par des choses qu'on n'a pas encore déterminées. Donc, par exemple, il était dit en 1896, il était dit que dans les eaux du Gange, il y avait une action antibactérienne très forte qui passe à travers le filtre de porcelaine. Et ça, vous savez tous qu'on a toujours considéré que les eaux du Gange sont purificatrices. En 1915, a été isolé un agent filtrable qui détruit les bactéries en culture et fait des trous dans les tapis de bactéries dans les boîtes de pétri. Et en fait, ça a été la découverte des bactériophages, qui sont des virus qui infectent des bactéries. Et donc, qui tuent ces bactéries. Et de ce fait, ça explique pourquoi, éventuellement, on peut se retrouver se purifier dans les eaux du Gange. La deuxième chose que je voulais présenter, alors ça c'est juste pour la beauté de ces organismes, il s'agit d'organismes réellement qu'on trouve dans les océans et qui ont la propriété, ce sont des cellules qui en fait ont la propriété de s'entourer de boucliers protecteurs qui sont faits de calcite ou de silice et qui sont très esthétiques. Alors pourquoi je vous parle de ces protistes? C'est qu'en fait il y avait une question qui se posait aux océanographes parce que en fait là, ici, vous avez Emiliana Huxley, qui est un de ces protistes qui s'entoure de boucliers de calcite. Et ce qui se passe régulièrement, c'est qu'on a une multiplication dramatique des populations de ce petit protiste qui font qu'en fait, elles s'étendent sur des centaines de kilomètres et sont visibles par satellite à partir de l'espace. Mais la question qui perturbait les océanographes, c'était comment se fait-il que ces énormes efflorescences disparaissent du jour au lendemain? Et bien, la cause de la disparition de ces efflorescences a été révélée en 2005, où en fait, il existe un virus, un très gros virus. Vous voyez, son génome fait un peu moins de la moitié de celui de mimivirus, et en fait est capable d'infecter ces protistes. Et à partir de là, bien, on va avoir une multiplication des virus et donc une infection globale de toute la population. C'est comme éternuer dans le métro parisien au moment des heures de pointe. Alors ça nous a conduit à nous dire, bon ben on va partir, nous, chercher dans l'environnement, dans les océans, d'autres petits frères de mimivirus pour montrer qu'il n'est pas un phénomène de foire, mais qu'on les a vraiment ignorés par erreur. Et donc on a bénéficié de programmes européens pour pouvoir aller échantillonner un peu partout dans le monde, et notamment au Chili, où il est connu qu'il y a une biodiversité très importante avec beaucoup de brassage qui permettrait éventuellement de trouver de nouveaux virus. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. Donc on avait l'avantage de ce programme européen, c'est qu'il permet à des gens qui ne sont absolument pas des océanographes d'accéder à tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir collecter des échantillons, les traiter et les analyser. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc là, vous voyez Jean-Michel Clavry, donc en train de rechercher en masque et en tuba des mimivirus dans l'océan Pacifique. Et il a du mérite parce que l'eau est très froide. Donc, ce qu'on a fait cette fois, c'est qu'on a utilisé aussi le système de filtration, vous voyez ici, mais à l'inverse de ce qui était fait auparavant, ce qu'on cherchait à garder, ce sont les filtres, pour voir si sur ces filtres,
on avait éventuellement des virus qui pourraient être amplifiés sur des amibes. Alors, ce que je vous l'ai dit, on a eu la chance de trouver un cousin éloigné de mimivirus qu'on a appelé Megavirus chilensis, qui était encore plus grand et plus complexe que mimivirus, et ça a évidemment fait le buzz au Chili, où ils étaient très contents d'avoir le plus gros virus du monde. C'est très latin. Alors, ce qui était intéressant, c'est que du fait qu'ils appartenaient à la même famille de virus, on a pu comparer leur génome et voir si l'hypothèse d'une origine ancestrale cellulaire tenait la route. Et ce que ça nous a permis de voir qu'en fait, ils partageaient que la moitié de leurs gènes. Et je vous ai dit, il y avait 4 protéines de la traduction dans le cas de mimivirus, et avec mégavirus, il y en avait 3 supplémentaires, ce qui laissait penser qu'en effet, on était bien dans un phénomène de réduction, de perte de gènes, parce que la cellule était capable de produire la fonction. On avait également beaucoup de gènes orphelins, comme on les appelle, c'est-à-dire ce sont des gènes qui, quand on cherche à voir s'il existe des homologues dans le monde cellulaire ou même dans le reste du monde viral, eh bien, ce sont des gènes qui ne ressemblent à rien de connu. Et donc, on connaît, vu qu'on ne sait pas, vu qu'ils ne ressemblent à rien, on n'a aucune idée de leur fonction et ni de leur origine. Donc tout ça allait dans le bon sens, c'est-à-dire que ça montrait qu'on avait en fonction du fait qu'on regardait mimivirus ou mégavirus, on avait de la réduction ou de l'insertion ou de l'expansion qui semblait être lignée spécifique. Et donc on pouvait imaginer qu'on puisse avoir un ancêtre encore plus complexe que mimivirus et mégavirus. Maintenant, je vais vous décrire le cycle infectieux qui est assez intéressant également et très sophistiqué. Alors, je vous ai dit que mimivirus était entouré de fibrilles qui entourent sa capside et que ses cheveux, en fait, étaient très sucrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les amibes, classiquement, se nourrissent de bactéries. Et ces bactéries possèdent en surface des sucres. Donc, l'amibe reconnaît à la fois la bactérie par sa taille et par son goût sucré. Et mimivirus, donc, se fait vraiment passer comme pour une bactérie par la taille de sa particule et par son goût sucré. Ça déclenche un phénomène qu'on appelle la phagocytose, c'est-à-dire que la cellule va entourer la particule par des sortes de bras, elle va se mettre à manger en fait le mimivirus ou mégavirus, qui va se retrouver piégé dans une vacuole, ce qu'on appelle une vacuole, qui est fermée. Et là, ça va déclencher normalement, dans cette vacuole, le virus va se faire digérer par l'amibe avec des enzymes et tout ce qu'il faut. Mais là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que vous avez cette structure dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la Stargate. Vous imaginez que chacun de ces bras correspond à une fermeture éclair sur chacun des bords du triangle, seulement au sommet de la particule, chacun des bords du triangle de l'icosaèdre. Ces fermetures éclairs vont s'ouvrir et vous allez avoir ces sortes de pétales complètement ouverts. Et à l'intérieur, vous avez ce qu'au début, on avait appelé la graine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans les faits, en dessous de la capside, vous avez une membrane que vous voyez très repliée à l'intérieur de la particule. Et cette membrane, en même temps que les triangles vont se soulever, cette membrane va se retrouver, se déplier et va aller fusionner avec la membrane de la vacuole, ce qui va faire que tout ce qui est à l'intérieur de la particule va pouvoir être transféré dans la cellule, prêt à initier un cycle infectieux. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez la graine, ici. Si on prend cette particule qui est vide maintenant et qu'on superpose ça ici, on se rend compte qu'en effet, c'était bien ce qu'il y avait au centre de la particule. Et c'est le point d'entrée du cycle infectieux et d'un programme de développement du virus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a également étudié la composition donc, de cette graine et on s'est rendu compte qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour que le virus, en toute autonomie, puisse répliquer son génome, donc se multiplier et produire ces ARN messagers qui sont nécessaires à amener au ribosome pour que les protéines puissent être produites. Par contre, les ribosomes sont ceux de la cellule, le virus n'a pas de ribosome. Et vous voyez ici une cellule en microscopie électronique et vous avez ici l'usine virale qui occupe un gros volume de la cellule. Vous avez le noyau cellulaire qui est repoussé sur le bord. Et ça, tout ça, ce sont des particules virales. Et ça, c'est en microscopie électronique. En microscopie optique, voilà ce que vous voyez. Vous avez, pour une cellule saine, vous voyez le noyau, une sorte d'œuf au plat.
Et dans la cellule qui est infectée, très tardivement, vous voyez qu'elle est remplie de particules virales et vous reconnaissez également l'usine virale qu'on voit ici, qui occupe un gros volume de la cellule et le noyau qui est sur le côté. Après, la dernière étape, c'est la cellule lise et libère toutes ces particules virales dans le milieu extérieur ou s'il se trouve d'autres amibes, un nouveau cycle infectieux va pouvoir recommencer. Et une autre énorme surprise qui a été apportée par l'étude de mimivirus et qui a montré, en fait, dans le laboratoire de Didier Raoult, Bernard Lascola a isolé un virus, un virophage, qu'il a appelé Spoutnik, qui est en fait un virus de virus. Dans les faits, ce virus pénètre dans la cellule en même temps que mimivirus, parce que ce virophage est capable de se coller aux cheveux de mimivirus, et il possède toutes les caractéristiques, il partage avec mimivirus toutes les caractéristiques qui sont nécessaires pour permettre à ce virophage de se développer dans l'usine virale que je vous ai montrée tout à l'heure. Il ne regarde jamais la cellule, excepté pour les ribosomes toujours, mais le noyau cellulaire ne l'intéresse pas. Toutes les fonctions nécessaires sont apportées par le virus géant. Donc ça a amené à une question, si un virus est capable d'attraper un virus, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut penser que les virus sont vivants puisqu'ils sont capables de tomber malades? Depuis, il y a eu beaucoup d'autres virophages qui ont été identifiés, associés à différents types de virus géants. Alors le fait que cette association entre un virus et un virophage a amené aussi un certain nombre de questions et on s'est posé la question de pourquoi est-ce que mimivirus avait besoin d'autant de gènes pour se multiplier dans une cellule, alors qu'il y a beaucoup de virus qui, avec une poignée de gènes, sont capables de faire aussi bien que mimivirus. Et en fait, le parallèle a été apporté par Jean-Michel ici. Si vous posez la même question, si vous séquencez le génome d'un spermatozoïde, eh bien, vous allez trouver que ce génome code pour 25 000 gènes. Mais ces 25 000 gènes ne sont pas faits pour faire cet unicellulaire avec un flagelle. Ils sont faits pour faire l'organisme qui est représenté ici. Eh bien, c'est exactement la même chose. On a ici un programme développemental qui est basé sur la dissémination des gènes par les gamètes, spermatozoïdes et ovules. Et dans le cas donc, du virus, dans ce cas-là, ça amène à reconsidérer l'entité virus. On a le virion, la particule virale, qui, en effet, si on séquence son génome, code pour un millier de gènes. Mais ces milliers de gènes ne sont pas faits pour faire la particule virale, mais pour créer ce micro-organisme transitoire qui se développe à l'intérieur de la cellule, qui est le parasite intracellulaire, qui est l'usine virale, et donc la particule virale sert à la dissémination des gènes par les virions, et alors que le virus et le micro-organisme, lui, se trouvent à l'intérieur de la cellule et impliquent. C'est pour réaliser ce micro-organisme que les gènes sont indispensables. Alors maintenant, depuis, donc on a peuplé la famille des virus géants en changeant justement les protocoles, et il y a de plus en plus de virus géants qui ont été identifiés. La famille même des mimiviridés a beaucoup augmenté, donc on sait qu'on n'a pas affaire à un phénomène de pouvoir. Mais la question qui se pose, est-ce que finalement on arrive à une limite en termes de complexité génomique avec ces virus-là? Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre famille de virus géants qui a été isolée également à partir de différents types d'environnements. Il y en a un qui provient de Nouvelle-Calédonie, il y en a un qui vient d'Australie et il y en a un qui vient également du Chili. Et on les trouve dans tous les types d'environnements, eau douce, océan, sol, et on l'a même trouvé associé avec des amibes de patients infectés et qui portaient des lentilles de contact. Il est classique quand on a des lentilles de contact et qu'on ne les nettoie pas bien, il y a des amibes. Et dans ces cas-là, ça peut être très grave. Mais si on a la chance d'avoir un virus qui tue les amibes, eh bien dans ces cas-là, on s'en sort mieux. Donc, ce sont les Pandoraviridae. Je vais vous raconter un petit peu cette saga en commençant par vous montrer un tout petit film qui vous montre à quel point on est des explorateurs amateurs. C'est ce qui est présenté ici. Donc, c'était un thésard du laboratoire et comme vous pouvez voir, il a une drôle de manière de porter sa bouteille. Et donc, en l'occurrence, on allait nous-mêmes échantillonner et, à différents endroits, mais on n'était pas toujours clairement les mieux armés pour faire ce genre de choses. Donc là, il a eu un instant de panique quand il a réalisé qu'il ne trouvait plus sa bouteille. Il s'est demandé s'il n'était pas en train de s'asphyxier, mais jusqu'à ce qu'on lui rabatte sur le dos et qu'on la rattache, et là, il a commencé à se sentir un peu mieux.
Alors, dans les faits, on a eu énormément de chance parce qu'on a isolé en parallèle deux pandoravirus. À l'époque, on ne les avait pas encore nommés. On les avait appelés, même ce qui est marqué là, nouvelle forme de vie, new life form, parce que ça ressemblait tellement à rien de connu qu'on était un peu perplexe et on ne savait pas à quoi on avait affaire. Ce que vous voyez toujours en background, à l'arrière, en arrière-plan, ce sont des particules de mimivirus et vous voyez que chaque particule est identique à sa voisine, ce qui va avec cette morphologie icosaédrique qui est très géométrique. Alors que quand on regardait Pandoravirus salinus ou Pandoravirus duxis, on avait l'impression qu'il y avait des morphologies très variées. Là, vous le voyez en microscopie à balayage. Et donc, on ne savait pas trop si on avait affaire à des bactéries, des archébactéries, des cellules, ou s'il s'agissait réellement d'un virus. Donc, pour se convaincre qu'on avait réellement affaire à un virus, il a fallu qu'on étudie l'infection en détail et qu'on se rende compte de la manière dont ces particules étaient formées. Et là, c'est ce que vous voyez, en fait, elles se constituent d'abord par l'apex, donc on n'a pas de division binaire, et elles semblent se tricoter et se remplir en même temps qu'elles se tricotent, jusqu'à ce que la particule mature soit formée. La particularité aussi de ces pandoravirus, c'est qu'ils agressent très clairement le noyau cellulaire, comme s'ils en avaient besoin, ou besoin de certaines choses dans ce noyau cellulaire. Et la dernière surprise apportée par l'étude de ces pandoravirus, c'est que leur génome est encore plus complexe que celui des mimiviridés, puisqu'ils font de l'ordre du double en termes de nombre de gènes. Et on avait de l'ordre de 2500 gènes dans le cas de Pandoravirus salinus le plus gros. La particule en elle-même, elle peut atteindre 1,5 micromètre de taille. Et donc voilà, c'était une très grosse surprise que de découvrir cette nouvelle famille qui ressemble à rien, et encore plus quand on a analysé les gènes de cette famille. Parce que 90% des gènes qu'on identifiait ne ressemblaient à rien, ni dans le monde cellulaire, ni dans le monde viral. Et donc on était en face d'un virus qui avait seulement quelques gènes qui ressemblaient à des choses pour lesquels on pouvait dire quelque chose. La majorité, on ne pouvait rien dire. On a d'ailleurs essayé en caractériser certains et on s'était dit peut-être en déterminant la structure des protéines, on comprendrait à quoi elles servaient, mais on est tombé sur des protéines, un repliement de protéines qui était inconnu alors. Donc on ne sait même pas à ce stade quelle était la fonction de cette protéine. Et l'autre surprise, on s'est rendu compte, ça sur le très long terme, qu'en fait, ces virus sont capables de créer des gènes. Ils peuvent créer leurs propres gènes à partir de rien. Le cycle infectieux est globalement le même que celui de mimivirus, c'est-à-dire que, encore une fois, il pénètre en se faisant manger par l'amibe, il se retrouve dans une vacuole. Il y a un apex que vous voyez ici, une extrémité à la particule qui s'ouvre et qui va permettre à la membrane qui est à l'intérieur de la particule virale de fusionner avec la membrane de la vacuole pour que tout ce qui était à l'intérieur de la particule se déverse dans le cytoplasme. Là, on savait que cet ADN allait au noyau cellulaire, mais on n'avait jamais réussi à le mettre en évidence. Et ensuite, tout se passait au niveau du noyau, excepté pour la traduction, où, encore une fois, il dépendait de la cellule pour sa traduction. Donc là, vous avez un phénomène de fusion. Là, ici, vous voyez l'accumulation de particules. Et ce que vous avez ici, c'est une particule en fin d'assemblage, pour laquelle on voit la dernière phase de remplissage, si je peux dire, de la particule, qui a été observée par microscopie électronique. Et on voit la complexité interne de la particule. Donc maintenant, avec les virus géants modernes, vous voyez le peuplement qui a été réalisé avec tous les pandoravirus qui existent maintenant à l'heure actuelle, et ils s'en accumulent encore, je pense que je ne suis même pas à jour là, ici, les mimiviridés. On a un nouveau mimiviridé qui s'appelle Tupanvirus, qui est encore plus complexe que mimivirus. En gros, il a la même tête que mimivirus, mais il présente également une queue qui est recouverte de fibrilles. Donc on s'est posé la question à ce stade, sachant que le véhicule icosaédrique qui est utilisé par mimivirus, mégavirus et beaucoup d'autres types de virus, qui soient ADN, ARN, dans la nature, on s'est posé la question de savoir s'il était possible éventuellement que ce soit pareil en ce qui concerne ce véhicule qui est ovale, ovoïde, en forme d'amphore. Et donc, cette fois-ci, on a décidé d'aller prospecter dans un tout autre environnement en allant prospecter dans le passé. En fait, il y avait un laboratoire russe qui avait publié un article démontrant qu'à partir d'échantillons anciens
de pergélisol, plus de 30 000 ans, ils avaient réussi à réactiver une plante à fleurs à partir d'un fragment de fruit. Et donc Jean-Michel a contacté ce laboratoire pour demander si on pouvait accéder à certains de ces échantillons et tester si éventuellement on était capable de réactiver des virus à partir de ces échantillons. Alors le pergélisol à cet endroit-là est bien particulier. Vous avez une rivière qui a complètement creusé le pergélisol, ce qui fait qu'en fait ça laisse des falaises en bord de rivière qui correspondent à toutes les aires géologiques, les plus anciennes étant les plus basses. Et donc, on peut directement aller prélever dans une aire géologique sans contaminer l'échantillon en pénétrant les couches modernes. Et là, on a eu énormément de chance, encore une fois, puisqu'à partir d'un même échantillon daté de 30 000 ans, on a réussi à isoler non pas un nouveau virus, mais 2 virus. Et ces 2 virus appartiennent chacun à une famille de virus géants différentes et de nouvelles familles. Donc l'un a été nommé Pitovirus sibericum, que vous voyez ici. Il est en effet ovoïde en termes de morphologie. Il possède lui, sa fermeture, son bouchon est vraiment très esthétique. Vous le voyez vu par en haut, donc ça fait une sorte de réseau en nid d'abeille. Et lui peut atteindre jusqu'à 2 micromètres en termes de taille de particules. Et vous avez ici Mollivirus sibericum, que vous voyez ici en microscopie à balayage et ici en microscopie en transmission, et qui lui est plutôt de la taille de mimivirus et plutôt sphérique, avec lui aussi une ouverture, un apex qui lui sert pour son cycle infectieux. Donc ça fait également le buzz, et vous pouvez reconnaître ici le style élégant de Charlie Hebdo, mais ça a été repris aussi dans des journaux plus lus par les enfants notamment, et ça a vraiment soulevé des questions quant à la capacité de réactiver de virus très anciens à partir de ces échantillons. Alors le cycle de pitovirus est très parallèle à celui de mimivirus, c'est-à-dire qu'il ne regarde jamais le noyau cellulaire, il a tout ce qu'il faut dans sa particule pour initier sa propre réplication, la création de ses messagers, et il va utiliser les ribosomes pour se faire traduire. Au niveau de des constructions des particules, on a d'abord la formation d'une particule rectangulaire à partir de l'apex, donc du bouchon. Et puis ensuite, il y a un changement de morphologie et un épaississement du tegment externe, très glycosylé aussi, et qui permet donc, qui va donner la particule mature. Il est beaucoup moins complexe que le mimivirus. On a seulement 610 kilobases d'ADN, donc de l'ordre de 467 protéines. Et Mollivirus est à peu près aussi complexe, il a un génome à peu près aussi grand, mais pour un peu plus de protéines. Lui, il donne ces particules que vous voyez très bien aussi en microscopie optique, et est dépendant, comme les pandoravirus, du noyau cellulaire. Pour lui, on a été capable de suivre l'ADN, sur le transport de l'ADN vers le noyau cellulaire. C'est ce que vous voyez ici, déversement dans la cellule, puis l'ADN qui va dans le noyau cellulaire où il va se décompacter et tous les processus vont pouvoir se mettre en place. Donc voilà, donc je vous ai présenté les 4 familles de virus géants que nous avons étudiées. Ils ont tous des tailles différentes, des morphologies différentes et des génomes différents. Et donc ce qui permet de dire que les virus n'ont rien en commun excepté la manière de propager leur génome, utilisant un véhicule qui est la particule virale. Ils ont tous également, à l'intérieur de chaque famille, en fait, on a au moins 2 tiers du génome qui correspond à des gènes qui ne ressemblent à rien, ni dans le monde cellulaire, ni dans les autres familles de virus géants. Donc, ça a ouvert un débat également sur la question, ces orphanes pourraient donc correspondre à des voies métaboliques qui sont utilisées par chacune de ces familles de virus géants pour manipuler exactement les mêmes briques élémentaires que les cellules, les acides aminés, les sucres, les lipides, les nucléotides, mais en utilisant des voies totalement différentes de celles qui ont été sélectionnées par le monde cellulaire. Et donc, ça a amené à des réflexions sur quelle pourrait être l'origine de ces différentes familles de virus géants. Est-ce qu'on peut appliquer l'hypothèse qu'on avait proposée pour mimivirus sur une cellule ancestrale? Et donc là, je vais vous proposer, très provocateur, des spéculations quant à l'origine de ces virus. En fait, ce qu'on propose, c'est qu'en fait, ces différentes familles de virus géants qu'on voit au temps moderne correspondent à des organismes, des formes de vie qui ont pu coexister
au début de l'apparition de la vie sur Terre, donc avant que vraiment on ait la cellule qui est représentée par Luca, qu'on appelle Last Universal Cellular Ancestor. Donc en fait, ils auraient pu coexister pour conduire progressivement à l'apparition de ce Luca. Mais ce qui se passe, c'est que dans ce monde en compétition pour les nutriments et pour l'expansion, il y avait forcément des systèmes qui étaient plus adaptés que d'autres. Et certains de ces systèmes se sont retrouvés des losers de l'évolution parce qu'ils n'étaient pas compétitifs par rapport à ce qui était en train d'émerger, à savoir Luca. Et donc, ce qu'on propose, c'est que ces virus que l'on voit aujourd'hui sont en fait ces losers de l'évolution qui n'ont eu d'autre choix pour survivre que de devenir des parasites, des vainqueurs. Donc, ce sont les perdants de l'évolution qui ont pu survivre en devenant les parasites des vainqueurs. Et c'est très provocateur, mais on pensait que, par exemple, la multicellularité était très récente. Et en fait, il y a des organismes qui ont été identifiés par El Albani en 2010, qui sont en fait probablement des organismes pluricellulaires ancestraux qui datent d'il y a plus de 2 milliards d'années, alors qu'on pensait que la multicellularité était vraiment très récente. Donc, on se rend compte qu'on n'a pas tout compris en termes d'apparition de la vie sur Terre, ni en termes d'évolution. Et c'était un peu le message que je voulais vous faire passer. Donc, la découverte de ces virus géants, qui infectent souvent des unicellulaires notamment marins, mais également terrestres, a vraiment généré une dynamique dans une nouvelle discipline qui est la virologie environnementale, alors que les virus étaient traditionnellement étudiés dans le contexte de maladies. Là, maintenant, on étudie ces virus pour eux-mêmes, on étudie leur physiologie et on cherche à comprendre leur mode de fonctionnement. Donc maintenant, ça c'est la diapo la plus récente que je puisse avoir. Et ce que vous voyez, c'est qu'alors qu'au début, on avait quelque chose d'assez linéaire en ce qui concernait l'ensemble des virus et qu'on avait un gros gap quand on arrivait au niveau des mimiviridés, on se rend compte qu'en peuplant finalement ces familles de virus géants, on retrouve une certaine linéarité qui probablement deviendra continue dans le futur. Et là, donc pour conclure, je voulais vous présenter cette image parce que en effet, on peut se retrouver borné parce qu'on regarde les choses selon une perspective et on est un peu formaté pour voir ce qu'on nous apprend à voir. Donc, je pense que certains d'entre vous sont familiers avec cette image. En fait, dans cette image, en fonction de l'inclinaison de la tête qu'on peut prendre, on va pouvoir reconnaître un lapin ou un canard. Donc, dépendant de comment on regarde l'image, on va pouvoir avoir une perspective différente et là, à partir de là, changer notre mode de vision et notre compréhension de ce qu'on regarde. Donc pour finir, je voulais remercier tous les gens du laboratoire qui ont participé à cette aventure. Ils sont nombreux et sans eux, rien n'aurait été possible. Et je veux particulièrement remercier Jean-Michel, qui est à la fois mon conjoint et mon partenaire au travers de cette saga. Et j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Et je vous remercie, je suis prête à prendre vos questions. Est-ce que j'ai perdu tout le monde ? Non. Merci beaucoup, Madame Bergel. C'était très clair. Merci pour cette conférence. Il y a pas mal de questions qui ont été posées sur YouTube et donc je vais vous relayer. Alors, des questions un petit peu générales sur la vie, en fait, le mode de vie des virus et des bactéries. Alors, j'ai toute une série de questions sur ce sujet. Combien de temps peuvent vivre un virus et une bactérie? Alors, combien de temps peut vivre une cellule, un virus? Alors, ça dépend si on parle de la particule virale ou du micro-organisme dans la cellule. Mais le micro-organisme dans la cellule, il va durer jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle progénie qui va être produite. Donc, c'est-à-dire quand la cellule va exploser, il sera hors de la cellule et c'est comme s'il était mort. Donc, par contre, les particules virales, elles peuvent durer très très longtemps. Elles peuvent, comme dans des conditions particulières, elles vont pouvoir même durer 30 000 ans. Pour l'instant, c'est la barrière maximale qu'on a évaluée à 30 000 ans. On a réussi à réactiver des virus aussi vieux que 30 000 ans. Mais ils s'étaient conservés dans des conditions bien particulières, qui sont le pergélisol, où vraiment sont des conditions idéales pour conserver un organisme. D'ailleurs, c'est ce qui est utilisé, le pergélisol est utilisé notamment, je crois que c'est en Norvège, pour stocker les graines
toute la biodiversité des graines qu'on a pu accumuler pour pouvoir avoir accès à cette ressource dans le futur. Donc, c'est des conditions de pH, à l'abri des rayons ultraviolets qui font que vraiment, c'est des conditions idéales de préservation. En ce qui concerne les bactéries, bah, en fait, honnêtement, je ne sais pas combien de temps dure réellement une bactérie parce qu'une bactérie va se reproduire par division binaire. Donc, une bactérie mère va donner 2 bactéries filles. Donc, tant qu'on fournit, on nourrit le système, ça va continuer à se multiplier. Donc, il n'y a que dans les moments où on va être en condition où il n'y aura plus de multiplication possible parce que on aura épuisé la totalité de ce qui est nécessaire à la vie, que dans ce cas-là, elles vont mourir. Est-ce que le virus et bactéries, on les trouve dans le même bouillon de culture, dans le même milieu? Oui. Alors ça, c'est une question très intéressante parce qu'en effet, ça fait partie des choses qui auraient pu générer des problèmes pour isoler des virus géants, mais grâce au fait que la particule virale n'est pas vivante, on a pu, simplement en utilisant des antibiotiques, détruire tout ce qu'il y avait dans l'échantillon qui était bactérien, même cellulaire, pour se garantir que s'il restait quelque chose, ce serait probablement des virus. Et donc, c'est une fois qu'on a traité ces échantillons en tuant tout ce qui était vivant, qu'on a pu les mettre en présence de cellules, d'amibes, et qui ont pu éventuellement s'en nourrir et, à partir de là, être infectés et nous permettre d'amplifier les virus qui étaient dans l'échantillon. Et donc, toujours virus et bactéries, est-ce qu'ils vivent aux mêmes températures, dans les mêmes températures, du coup Là, globalement, je dirais oui, oui, globalement. C'est-à-dire il faut voir que les bactéries, si on parle de bactéries parasites, elles vont vivre à la température de l'organisme qu'elles infectent. C'est pareil pour le virus. Par exemple, nos amibes, on les cultive à 32 degrés et on trouve parfois des bactéries qui sont associées à ces amibes et elles vivent aussi à 32 degrés. Même chose pour les virus. Ils s'adaptent à la température à laquelle la cellule se trouve. On est capable, par exemple, de faire pousser nos cellules, nos amibes, moins vite en baissant la température, et le virus se répliquera moins vite, mais il se répliquera pareil, et les bactéries pareil. Donc, il y a une capacité d'ajustement à la température. Maintenant, il ne faut pas oublier que les bactéries, il n'y a pas que des bactéries parasites. Il y a des bactéries qui sont des bactéries qui sont libres et qui ne sont pas dans des cellules, qui sont dans l'environnement naturellement et qui, elles, n'ont besoin d'aucune cellule pour se multiplier. Et là, ça va être pareil, c'est-à-dire que le cycle réplicatif de la bactérie va s'adapter en fonction des conditions dans lesquelles elle se trouve. S'il fait plus froid, elle se divisera moins vite. S'il fait plus chaud, elle se divisera plus vite. Et au-delà d'une certaine température, éventuellement, elle sera tuée par la chaleur. D'accord. Est-ce qu'on peut évaluer le nombre de virus et de bactéries qui existent sur Terre? Alors, je ne préfère pas me lancer là-dedans parce qu'il y a des grandes controverses par rapport à ça. Ouais. Au début, il y avait des mesures qui avaient été proposées avec des ratios entre eucaryotes, bactéries et virus, et dans lesquels on estimait que probablement les virus étaient la fraction la plus abondante sur Terre. Mais encore une fois, il faut faire attention parce que quand on parle de virus, souvent on réfère à la particule virale, qui n'est pas tout à fait la même chose que le virus. Donc, en termes de particules virales, il peut y en avoir beaucoup, mais il faut voir aussi que c'est biaisé parce que si, par exemple, vous prélevez à un endroit où vous avez une efflorescence d'unicellulaire, par exemple dans les océans, eh bien, si vous prélevez au moment d'une infection virale, vous allez trouver des quantités astronomiques de virus parce qu'ils sont en train de se répliquer grâce aux cellules. Et on va trouver moins de cellules, évidemment, puisqu'elles se font tuer par les virus. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Je sais qu'il y a des réévaluations qui sont en cours à l'heure actuelle pour établir un peu plus clairement, un peu plus proprement les ratios qu'il y a entre les différents types cellulaires et virales. Mais ce qui est sûr, c'est que la fraction la moins abondante correspond aux organismes les plus complexes, multicellulaires. Derrière, on a les eucaryotes et derrière, on a les bactéries. Maintenant, quelle est la proportion, et les archébactéries d'ailleurs, mais quelle est la proportion qu'il y a entre les bactéries et les virus? Honnêtement, je pense que c'est pas trop relevant. Et alors, une question concernant donc, plutôt les virus géants, cette fois. Donc, ces virus vivent-ils dans tous les climats et vivent-ils ailleurs que sur Terre?
C'est drôle. Mais dans tous les climats, oui, probablement, mais dans la mesure où ils ont un hôte dans lequel ils peuvent se répliquer. Donc, il faut qu'un virus se réplique, il faut qu'il ait un hôte. C'est un parasite intracellulaire obligatoire. Donc, sans hôte, il ne se passera rien. La particule virale peut être là, mais elle restera en stase aussi longtemps que rien ne passera à côté, à proximité. Maintenant, est-ce qu'il en existe en dehors de… Alors, la question peut être à plusieurs niveaux. On peut se poser la question de savoir si on peut en trouver dans l'atmosphère, par exemple, ou si on peut en trouver dans les sédiments profonds marins. Maintenant, est-ce qu'il en existe sur d'autres planètes? Encore une fois, le virus ne peut exister que s'il a un hôte, donc il faudrait qu'il y ait de la vie ailleurs pour qu'il puisse y avoir des virus ailleurs. Et ces virus géants sont-ils comparables, ont-ils un rapport avec le coronavirus que nous connaissons en ce moment de la Covid-19? Alors, oui, on peut, encore une fois, parce qu'on a mis dans le mot virus à peu près tout ce qu'on pouvait mettre comme parasite intracellulaire obligatoire qui n'avait pas de traduction. Donc, c'est un gros chapeau dans lequel on peut mettre énormément de choses. On a des virus qui possèdent 2 gènes, des virus ARN, des virus à ADN, des virus à simple brin, double brin. On a coronavirus, c'est un virus ARN, donc on est vraiment très très loin en termes de biologie entre les virus géants qui sont tous des virus ADN et par exemple ces virus et le coronavirus qui est un virus ARN. Maintenant, la morphologie des capsides et des particules virales semble être un système qui a été sélectionné par les virus plusieurs fois et différents types de virus. Mais est-ce que ça en fait réellement? Ce sont des entités à part dans le sens où ce ne sont pas des cellules, c'est vrai, mais ce sont quand même ils sont extrêmement différents et on ne peut pas les mettre dans le même chapeau. Ce qui s'applique en termes de compréhension de cycles infectieux, etc., dans le cas des virus géants, par exemple, de certains d'entre eux, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas les mêmes cycles infectieux, ne s'appliquera pas dans le cas du coronavirus, par exemple. D'accord. Et ces virus géants peuvent-ils remplacer les antibiotiques? Ben oui, c'est quelque chose qui a été exploré, qu'il est encore, notamment la phagothérapie est quelque chose qui reste très exploré. Il y a un pays qui a beaucoup investi là-dedans, c'est la Russie, et il continue de le faire. Et je pense qu'il y a de plus en plus de laboratoires, par exemple la Pasteur aussi, ils prospectent cet aspect-là de l'utilisation de la phagothérapie comme nouveau système antibiotique différent de ceux qu'on connaît à l'heure actuelle. Et ce sont des choses qui sont toujours étudiées et qu'on cherche à développer. Alors, une autre question. Sait-on pourquoi un virus a besoin d'une cellule hôte pour se dupliquer, tandis qu'il semblerait que des mégavirus préhistoriques découverts dans le permafrost en Sibérie seraient autonomes? Ah non, ils ne sont pas autonomes. Hein. Ils ont aussi besoin des cellules. Ils se répliquent aussi dans les cellules. À ce jour, on n'a jamais trouvé un virus qui possédait les gènes qui lui permettaient de faire des ribosomes. Et donc, à partir de là, il ne peut jamais transformer l'information contenue par ces gènes en protéines, en dehors d'une cellule. Donc, il faut absolument qu'il ait accès à cette machinerie de traduction pour pouvoir produire les protéines dont il a besoin pour son cycle infectieux. Alors, une question un petit peu technique peut-être, en tout cas pour moi. Est-ce que les transcrits des pandoravirus peuvent être épisés? Alors, en l'occurrence, oui. Il y a des. Alors ça, c'est parce qu'en fait, dans les cellules eucaryotes à noyau, on a ce qu'on appelle des introns qui font que les gènes sont séparés entre la partie qui va donner la protéine et des parties non traduites. Et donc, ça, c'est la première étape classiquement, c'est on a un grand messager, un grand ARN qui va être produit qui correspond à la totalité du gène. Et derrière, il y a une machinerie qui va faire sauter les séquences qui ne peuvent pas être traduites pour donner le messager au ribosome qui, lui, va pouvoir maintenant produire la protéine. Donc, dans le cas des pandoravirus et de mollivirus, il y a quelques gènes qui possèdent des introns qui utilisent le spliceosome, qui est donc la machinerie qui sert à faire sauter ces introns. Mais il y en a peu, mais il y en a.
Et donc, ces virus sont-ils dangereux pour notre santé? Prenez-vous des précautions pour les manipuler? Alors ça, c'est évident qu'on prend toujours des précautions quand on manipule un échantillon. Bah, on n'en prend pas forcément. On pourrait ne pas en prendre trop quand on prend l'échantillon, parce qu'à ce stade-là, il y a probablement très peu de particules virales. Mais de toute façon, dans tout laboratoire, on ne travaille jamais les échantillons à la paillasse, comme on dit. On est toujours dans des postes de sécurité microbiologique, dans lesquels on n'est pas au contact avec les échantillons, dans lequel on porte des gants, on porte des blouses, enfin on se protège, quoi. Et après, à l'étape où on commence à voir qu'on a des particules virales qui sont produites par les cellules, donc quand on voit qu'on a vraiment amplifié un virus à partir d'un échantillon environnemental, à ce stade, on multiplie les précautions parce qu'on travaille avec des titres qui peuvent être très importants, beaucoup de particules virales. Suivant ce qu'on veut faire, on peut se retrouver à travailler beaucoup de particules virales. Donc évidemment qu'on se protège. Maintenant, à ce jour, il y a eu beaucoup de controverses autour du fait que Mimivirus pourrait être un agent qui puisse produire des pneumonies. Mais dans les faits, il y a eu des articles qui sont sortis qui disaient que oui, potentiellement, il pouvait générer des pathologies, mais il y en a eu d'autres également qui démontraient que non, ça n'était pas le cas. Donc, nous, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on avait testé ça sur des cellules particulières qui sont les macrophages, qui sont donc des cellules qui ressemblent un peu aux amibes, qui sont capables de manger des bactéries. Et donc, on avait testé nos virus sur ces macrophages pour montrer qu'ils n'étaient pas capables de se multiplier dans les macrophages. Maintenant, encore une fois, il faut toujours appliquer le principe de précaution quand on travaille avec un échantillon environnemental. Une question qui, je pense, se réfère à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Est-il possible de faire un lien entre la démographie, l'explosion démographique, la perte de biodiversité et la croissance des virus contemporains? Alors ça, c'est une question qui n'a pas trait au virus géant, mais oui, en effet, c'est vrai que en effet, c'est un débat très actuel. À l'heure actuelle, il est montré que oui, la déforestation, le fait qu'on est très nombreux et qu'on se met partout et qu'on utilise tout l'espace possible et inimaginable a des conséquences en termes de maladies et d'infections. Alors, bon, une question, je pense que vous avez déjà un petit peu répondu, mais ces virus sont-ils apparus sur Mars? Ben, tant qu'on n'aura pas démontré qu'il y a de la vie sur Mars ou qu'il y a eu de la vie sur Mars, la réponse sera non. Mais pour l'instant, je suis incapable de dire s'ils viennent de Mars ou d'ailleurs. Moi, sincèrement, ce que j'ai proposé comme hypothèse, je pense que la vie ne s'est pas créée en une fois. Elle s'est créée parce qu'il y avait des systèmes parallèles qui coexistaient et qui ont pu permettre des bons évolutifs qui ont pu aboutir à quelque chose d'aussi optimal qu'est la cellule. Donc je pense que tout cela étaient des acteurs de l'apparition de la vie sur Terre. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont seulement leur évolution, donc des organismes qui sont accomplis et qui sont modernes, mais de base, ils étaient à l'origine de l'apparition de la vie sur Terre et de la création de la cellule. Pour moi, il ne faut pas forcément aller chercher une origine extraterrestre. Ouais. Je pense qu'ils font partie. Par exemple, il y a énormément de choses qu'ont appris les virus aux cellules. La raison pour laquelle on a de la multicellularité et même ils ont appris aux cellules à fusionner. Donc, typiquement, c'est ce qu'il fallait pour qu'un spermatozoïde puisse pénétrer une ovule et donc permettre de donner un embryon. Donc, ça, c'est les virus qui ont appris aux cellules à le faire. Il y a d'autres choses qu'ils ont appris à faire. Et le placenta existe parce que les virus ont appris aux cellules, à l'organisme, ont permis à l'enfant de se protéger de la mère qui le reconnaissait comme un corps étranger. Donc, en gros, c'est parce que le placenta, il possède des protéines qui sont des protéines d'origine virale, qui sont capables de rendre invisible le fœtus au système immunitaire de la mère et donc permettre que maintenant, on n'a plus besoin de faire des œufs avec une coquille pour protéger l'embryon, mais qu'on peut maintenant porter directement l'embryon sans qu'il y ait de conséquences de destruction pour cet embryon. D'accord.
Une question qui se réfère au débat de virologues. Personnellement, considérez-vous les virus comme vivants ou pas? Et les définissez-vous à l'échelle de la virocellule ou plutôt de l'usine virale? Bon, la virocelle et l'usine virale, c'est la même chose, hein, globalement. Mais en gros, bon, moi, oui, je pense que les virus sont vivants. Ils font partie de la vie, c'est clair. Maintenant, après, c'est une question de débat sur comment est-ce qu'on définit la vie. Hein. C'est aussi… donc, c'est philosophique, je dirais presque. Après, donc la deuxième partie de la question, c'était, je me souviens plus, c'était… En fait, vous avez répondu en disant que c'était la même chose. Comment les définissez-vous? Oui, en fait, la virocelle, c'était proposé par Forter comme étant que en fait, la cellule infectée par le virus devenait une virocelle. Mais c'est exactement la même chose que de parler de l'usine virale. Ce que fait le virus quand il pénètre dans la cellule, c'est qu'il détourne les fonctions cellulaires à son profit. Il utilise tout ce dont il peut avoir besoin pour pouvoir se développer. Mais c'est tout, c'est la même chose. Très bien. Les organites cellulaires ne pourraient-elles pas être des virus datant de cette époque lointaine? Sincèrement, non. On sait que, par exemple, les mitochondries proviennent plutôt de prokaryotes. Donc, en général, c'est des événements de symbiose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu déjà des événements de symbiose. C'était un peu à ça que je faisais référence quand je disais qu'il y a forcément de l'interaction et il y a entre des principes qui sont différents et qui coexistent. Et s'il y a de l'interaction, ça veut dire qu'éventuellement, on peut construire quelque chose de plus sophistiqué qui va permettre de franchir un pas dans l'évolution. Donc, quelque part, bon, les organismes cellulaires ne sont pas d'origine virale, mais il y a des cas dans lesquels il y a une symbiose parfaite entre les virus et les organismes qui les infectent plus d'ailleurs, puisque encore une fois, si ça devient la symbiose, il n'y a pas de mort de l'organisme. Et c'est le cas notamment des guêpes qui sont capables, qui sont associées en fait avec des virus et qui leur permettent en fait de faire taire le système immunitaire de larves dans lesquelles elles vont pouvoir pondre. Et c'est en fait ce qui s'est passé, c'est que le génome de ces virus a été complètement intégré au génome de la guêpe qui utilise complètement le virus pour justement diminuer les défenses immunitaires de la larve et ainsi pouvoir développer ses embryons, ses propres embryons, quoi, ces larves à elles dans la chenille ou dans l'insecte où ils vont pouvoir se multiplier, quoi, pas se multiplier, mais ils vont pouvoir grandir et finalement donner la nymphe et puis donner la guêpe adulte. Est-ce qu'un virus peut détruire une cellule cancéreuse? Il y a des chances. Ça fait partie. C'est des choses qui sont trop. Comment dire? Ça fait partie des questions qu'on se pose. C'est-à-dire que si on arrive à mieux comprendre ces virus et la manière dont ils manipulent les cellules, ça peut être une stratégie. On peut éventuellement trouver des voies métaboliques, et c'est ça un peu que j'évoquais tout à l'heure, qui permettraient en fait de remettre sous contrôle des cellules déréglées. Et donc, en ce sens, c'est tout à fait pertinent. Et il y a des recherches dans ce sens? Nous, on travaille là-dessus. Hein. Enfin, on ne travaille pas dans le contexte du cancer. On cherche à comprendre les mécanismes fondamentaux de la prise de contrôle de la cellule et quels sont les processus qui sont utilisés pour le faire. Si on arrive à les comprendre, éventuellement, on pourra, dans ce cas-là, commencer à se poser la question, est-ce qu'on peut faire un reset d'une cellule déréglée? Typiquement, c'est ça. Et les virus peuvent-ils se multiplier dans le vivant sans avoir d'effet sur l'organisme? Oui, bien sûr. Dans la nature, il y a tout. Par exemple, si je prends le cas qu'on a beaucoup étudié, qui est celui du virophage avec le virus géant, bon, on n'est pas dans une cellule, mais ça revient au même. Globalement, on a tous les types de virophages possibles. On a des virophages qui sont délétères pour le virus géant, c'est le cas de Mimivirus et de Sputnik. Il y en a d'autres où, clairement, il y a un partenariat qui se met, pas une symbiose, puisque chacun part de son côté quand même à la fin, mais globalement, il n'y a aucune nuisance du virophage sur le virus géant, aucune nuisance du virus géant sur le virophage. On a même d'autres cas dans lesquels le virophage
joue un rôle pour la cellule hôte, il est capable de s'intégrer à la cellule hôte, et il va jouer un rôle bénéfique pour la population cellulaire, parce que quand un virus géant va vouloir infecter cette population de cellules, celle qui a intégré le virophage, si elle est infectée, va réactiver le virophage en grande quantité, et là, il va pouvoir interférer avec le virus géant, et donc ainsi protéger la totalité de la population virale, cellulaire. Pardon. Donc, il y a à peu près tous les cas de figure, et puis, en fait, il faut bien se dire que quand on n'a pas de symptômes, on ne se sent pas malade, et donc on ne va pas rechercher pour voir si on est associé avec un virus particulier. Maintenant, il y a de plus en plus d'études qui sont réalisées de microbiomes, dans lesquelles on voit des virus, des bactéries, des archébactéries. On voit qu'il y a vraiment des populations très diverses et très variées, et qui, en plus, pas forcément dans les... Ça peut être au niveau de la peau, ça peut être partout. Donc, on sait maintenant qu'il y a des associations, mais on n'a pas encore la maîtrise des choses qui sont en association indispensable de celles qui pourraient être en association temporaire, quoi, si je peux dire. Alors, deux questions qui se réfèrent à la pandémie actuelle. Le virus vient-il donc là, on parle vraiment du Covid-19, vient-il d'un animal ou d'un laboratoire? C'est le débat qu'il y a à l'heure actuelle, oui. Je ne sais pas si vous avez un point de vue sur la question. Vous vous doutez bien que je ne peux pas y répondre. Bon. Mais en l'occurrence, je ne peux pas répondre dans la mesure où il faudrait faire une réelle enquête. Et il y a beaucoup de scientifiques qui appellent à une enquête approfondie pour arriver à élucider d'où provient le coronavirus, s'il provient en effet de l'animal ou est-ce qu'il a été manipulé en laboratoire, etc. Donc ça, moi, personnellement, je ne peux pas y répondre. Ouais. Et donc une question qui ne se réfère pas forcément au coronavirus, mais qui, voilà, on voit quand même que c'est un peu dans cet esprit. C'est dans un laboratoire, la probabilité de disséminer des virus est-elle de zéro ou le risque zéro n'existe pas en fait? Le risque zéro n'existe pas, mais quand on est... nous, par exemple, on travaille sous PSM tout le temps. Les déchets sont autoclavés. On est dans ces postes de sécurité microbiologique sont dans des salles qui sont dépressurisées pour empêcher que ce qui est dans la salle puisse sortir. On prend un maximum de précautions, mais je sais pas. En l'occurrence, quand on a des virus qui sont pathogènes, on passe à des niveaux de contraintes sanitaires beaucoup plus importants. On passe en P3, voire en P4, en fonction de ce sur quoi on travaille. Mais il n'y a pas de risque zéro, non, jamais, mais il faut voir que les virus sur lesquels nous travaillons sont des virus qui sont partout dans l'environnement. Hein. Nous, on les a isolés sous un pin à côté du laboratoire pour certains. Donc, c'est des choses qui existent au quotidien autour de nous. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, on n'en a plus transmises. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre exposé qui était très clair et les réponses aussi à toutes ces questions. Et merci donc aussi aux auditeurs pour votre participation.